Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième chapitre de cette deuxième partie du système de la physiologie du système nerveux central. Donc après le tronc cérébral avec la formation réticulée, on va parler de la barrière hémato-encéphalique. Alors, en guise d'introduction, c'est quoi cette barrière hémato-encéphalique? Il s'agit en fait plus d'une notion beaucoup plus physiologique qu'anatomique et qui représente un filtre qui va contrôler le passage de toutes les substances sanguines vers les neurones et du sang vers les neurones et des neurones vers le sang. Les neurones sont des cellules comme toutes les cellules de l'organisme qui vont fonctionner et qui ont besoin d'oxygène, de glucose, de substrat pour puiser leur énergie et qui vont produire des déchets de leur métabolisme. Et donc, elles ont besoin d'être servies en oxygène et en carburant, en substrat, et débarrassées de ces produits du métabolisme, aux déchets du métabolisme, tout en gardant ou tout en les protégeant de toutes les modifications physiologiques qui vont se passer, qui vont se produire au niveau de l'organisme et qui risquent d'être néfastes pour leur bon fonctionnement. Et donc, cette barrière hémato-encéphalique va isoler la substance grise, donc la population des neurones, du reste de l'organisme et leur permet d'avoir un milieu spécifique qui est, on va le voir, différent du milieu intérieur. Donc, avant d'entamer la constitution de cette barrière hémato-encéphalique, quels sont les éléments qui constituent la barrière hémato-encéphalique, on va parler rapidement et brièvement du rôle de la barrière hémato-encéphalique. En fait, ce filtre cérébral permet de contrôler l'entrée et la sortie des substances du sang vers le liquide céphalorachidien, permettant donc de débarrasser le sang, de débarrasser les neurones pardon, des déchets et aussi du sang vers les neurones, permettant donc d'approvisionner les neurones en substrat nécessaire pour leur fonctionnement. Donc, comme vous le savez, nous réalisons des activités variables au cours de la journée. Nous marchons, nous faisons des activités variables et ces activités ont pour conséquence d'induire de nombreuses variations de concentration hormonale, ionique, des concentrations de nutriments. Par exemple, lors d'un repas, suite à un repas, on va avoir une modification de la composition du sang par les nutriments qui passent du tube digestif donc après leur absorption vers le sang. Et donc, toutes ces modifications vont risquent d'être nuisibles pour le bon fonctionnement des neurones, d'où l'intérêt de préserver les neurones de ces variations qui sont physiologiques. On n'est pas dans le cas pathologique, on est chez un sujet normal. Donc ces variations normales et physiologiques risquent d'être nuisibles pour les neurones, d'où l'intérêt de protéger les neurones de ces variations. Et donc il va y avoir une barrière qui ne va pas laisser passer n'importe quelle substance de façon libre vers les neurones et leur faire leur causer un problème au niveau de leur fonctionnement. Et donc le passage des substances va vraiment être contrôlé du sang vers les neurones. Donc c'est pour cela qu'on dit que l'homéostasie du liquide interstitiel cérébral est ainsi plus parfaite que celle du sang. Donc, de quoi est constituée la barrière hémato-encéphalique? Alors, avant de voir cette constitution, ou les éléments qui constituent la barrière hémato-encéphalique, ou BHE, en fait, il faut que j'attire votre attention sur une nuance. En fait, sous cette nomenclature de barrière hémato-encéphalique, on identifie, ou il faut distinguer deux mécanismes différents. En fait, deux types d'échanges à travers la BHE. Alors, la première notion, c'est celle qui concerne le passage direct de certaines molécules du sang vers le liquide interstitiel cérébral à travers l'endothélium des vaisseaux. Et donc, cette barrière va permettre les échanges directs entre le sang et le milieu interstitiel ou le liquide interstitiel périneuronal.
et donc par la suite avec les neurones. Et donc c'est ce qu'on appelle la BHE vraie, la barrière hémato-encéphalique vraie. La deuxième notion, c'est une barrière qui va être responsable de la sécrétion contrôlée du liquide céphalorachidien, ou LCR, à partir du sang au niveau des plexus choroïdes et sa résorption au niveau des granulations de Pacchioni. Donc, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-céphalo-rachidienne. Donc, c'est une barrière qui va s'établir entre les capillaires sanguins ou entre le sang en général. Donc, entre le sang et le liquide céphalorachidien, on va voir. Donc, ces échanges se font à deux niveaux. Au niveau des plexus choroïdes, et c'est ce qui donne lieu à la sécrétion du liquide céphalorachidien. Et le deuxième lieu ou siège de cette barrière hémato-encéphalique ou barrière hémato-céphalorachidienne, c'est au niveau des granulations de Pacchioni qui permet donc la résorption du LCR. Voilà donc sur ce schéma, sur cette diapositive sont représentées ces différentes notions de barrière hémato-encéphalique. Donc je commence par le milieu. Donc, au milieu de cette diapositive, vous avez donc la représentation de la barrière hémato-encéphalique vraie, la BHE vraie, qui consiste donc en des échanges directs entre le sang et les neurones par l'intermédiaire du liquide interstitiel périneuronal. Donc, vous avez ici donc en gris sont représentés les capillaires sanguins, donc l'endothélium capillaire. Et tout autour, donc, nous avons les astrocytes. Rappelez-vous, quand on a listé ou cité cellules de soutien lors du premier chapitre, on avait dit que parmi les cellules de soutien, il y avait les astrocytes et qui jouent un rôle très important dans les échanges, par leur participation dans la constitution de la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est là où ils interviennent donc, par des prolongements cytoplasmiques de leur cytoplasme, des expansions cytoplasmiques. Ces astrocytes vont venir entourer les capillaires sanguins et participer à la formation ou à la constitution de la barrière hémato-encéphalique qui va donc contrôler les échanges entre le sang contenu dans ces capillaires et le liquide interstitiel périneuronal pour ces échanges vont s'effectuer entre le sang des capillaires et les neurones qui sont représentés ici en vert et par l'intermédiaire donc du liquide interstitiel périneuronal. La deuxième notion donc concerne des échanges entre le sang et le LCR et siège à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau des plexus choroïdes, donc au niveau des cavités ventriculaires, où se trouvent donc ces plexus choroïdes, et on va avoir donc des échanges entre le sang et le LCR, à travers donc ces capillaires des plexus choroïdes qui vont donc aboutir à la formation du LCR, à la sécrétion du LCR. Et puis le deuxième lieu de cette barrière hémato-céphalorachidienne, c'est au niveau donc des granulations de Pacchioni qui se trouvent au niveau de la voûte du crâne, donc la face interne de la voûte du crâne. Si vous vous rappelez vos cours vos TP d'ostéologie, vous vous rappelez bien sûr ou sûrement de l'empreinte de ces granulations de Pacchioni sur la voûte du crâne, sur la face interne de la voûte du crâne. Et c'est à ce niveau-là que vont se faire donc les échanges entre le sang et le LCR à ce moment, donc à nouveau. Mais cette fois-ci, ça va entraîner donc la résorption, ça va permettre la résorption du LCR. Donc on va rentrer par la suite dans plus de détails concernant ces deux étapes, la sécrétion et la résorption du LCR. Alors nous commençons donc par la constitution de la BHE vraie. Donc comme on l'a dit et répété, donc la BHE vraie va contrôler les échanges entre les capillaires sanguins et le liquide interstitiel cérébral et en fait entre le sang contenu dans les capillaires sanguins et les neurones du système nerveux central par l'intermédiaire du liquide interstitiel. Les vaisseaux qui irriguent le cerveau sont séparés du liquide interstitiel cérébral par trois feuillets. Donc, vous voyez
une représentation schématique de la baie achevée dans laquelle on trouve donc les trois constituants de cette barrière. Donc, avec de dedans en dehors, nous avons d'abord, premièrement, donc l'endothélium capillaire qui est représenté ici ou schématisé ici en bleu. Puis autour de cet endothélium capillaire, on verra quelles sont ses caractéristiques. Il y a une couche donc, qu'on appelle la lame basale et le dernier feuillet est représenté par ces expansions ou prolongements cytoplasmiques des astrocytes. Donc, le premier constituant de cette barrière hémato-encéphalique vraie, c'est l'endothélium capillaire. En fait, la particularité principale de cet endothélium, c'est qu'il est continu et étanche, c'est-à-dire qu'il est formé par des cellules endothéliales qui sont donc collées ou unies par des jonctions serrées. Il n'y a pas de pores, justement pour limiter le passage et contrôler le passage, donc étroitement le passage de substances du sang vers le liquide interstitiel et vice-versa. Et donc, pour que les substances soient échangées entre ces deux milieux, le milieu sanguin et le milieu interstitiel, il faut vraiment que ces substances traversent la BHE, puisqu'elles n'ont aucune autre sortie donc, à part de traverser donc, la barrière hémato-encéphalique. Alors le deuxième feuillet est représenté par la lame basale, donc c'est ce que vous voyez représenté en vert juste au-dessus de l'endothélium capillaire. Donc c'est une lame épaisse qui est sécrétée par les péricytes et qui est composée d'héparine sulfate protéoglycane, de laminine, de collagène de type 4 et de fibronectine. Et enfin le dernier feuillet, le plus externe, est représenté par des expansions donc astrocytaires ou pieds astrocytaires qui vont donc venir, enfin les astrocytes participent à plusieurs donc pour entourer le capillaire sanguin et participer donc à la formation de cette barrière hémato-encéphalique. Et donc ces pieds astrocytaires isolent les neurones du compartiment vasculaire. Ce sont des expansions de cellules gliales présentes dans le système nerveux central, tel qu'on l'a vu précédemment, donc on appelle les astrocytes. Donc cette barrière hémato-encéphalique vraie existe dans la quasi-totalité du système nerveux central à l'état normal, sauf dans certains endroits précis de tissu nerveux où les neurones arrivent directement au contact des capillaires, parce que là, les échanges doivent se faire directement avec le sang, et cette région-là est représentée par les neurones de l'hypothalamus qui vont donc libérer des releasing facteurs ou hormones inhibines ou stimulines de l'hypothalamus qui vont agir sur l'hypophyse avec ces deux composantes anté- et post-hypophyse. Donc sur cette diapositive, vous avez la représentation schématique de la barrière hémato-encéphalique vraie avec les trois feuillets, l'endothélium capillaire représenté en bleu, la lame basale et les péricytes représentés en vert fluorescent et puis en vert moins clair, enfin en vert plus clair, donc les pieds astrocytaires qui représentent le feuillet le plus externe. Le neurone ici est représenté en gris. Sur le côté gauche de la diapositive, nous avons une vue au microscope de la barrière hémato-encéphalique et au centre de cette vue, vous avez donc un capillaire cérébral, un capillaire sanguin cérébral avec le sang à l'intérieur. Voilà un globule rouge et puis tout autour, nous avons les différents feuillets donc avec les péricytes et puis avec les pieds astrocytaires. C'est ce que vous voyez là comme des bourgeons, donc qui sont coupés transversalement. Et là, ce sont donc les pieds, ce sont les péricytes qui vont sécréter la lame basale.
Là, sur cette diapositive, vous avez une représentation qui s'approche de la réalité d'un tissu nerveux avec la barrière hémato-encéphalique vraie, avec le capillaire sanguin au centre, qui est représenté en rouge bien sûr, les globules rouges à l'intérieur. Et puis, ce que vous voyez en rouge, en vert, pardon, ce sont donc les neurones et vous voyez leur connexion très complexe et très nombreuse entre eux. Et puis, ce que vous voyez en violet, ce sont les astrocytes, avec leur prolongement cytoplasmique ou leurs pieds astrocytaires qui viennent donc s'enrouler autour de la lame basale, formant donc la barrière hémato-encéphalique vraie. Alors la deuxième notion, donc, c'est la barrière hémato-céphalo-rachidienne. On est toujours dans la constitution de la barrière hémato-encéphalique. Donc on a vu la constitution de la BH vraie, maintenant la constitution de la barrière hémato-céphalo-rachidienne. Et donc on a vu qu'elle siège à deux niveaux, au niveau des plexus choroïdes et au niveau des granulations de Pacchioni. Donc pour les plexus choroïdes, ce sont des plexus qui se trouvent en pleine cavité ventriculaire. Donc, l'espace dans lequel circule le LCR est délimité par deux ménages lapimaires qui entourent le cerveau et l'arachnoïde qui est situé sous la durmère. Et le LCR est formé par sécrétion au niveau de ces plexus, au niveau de toutes les cavités ventriculaires, notamment les ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Sa résorption donc, va se faire au niveau des sinus veineux qui sont des lacs veineux délimités par la durmère et qui se trouvent donc au niveau donc, de la voûte du crâne. Et c'est à ce niveau, donc au niveau des granulations de Pacchioni que va se faire la résorption du LCR. Donc je vous remontre cette diapositive qu'on a déjà vue, qui montre donc les différents types de barrières hémato-encéphaliques. Donc avec la barrière hématocéphalo-rachidienne qui siège à deux niveaux, au niveau des ventricules, donc des cavités ventriculaires, plus précisément au niveau des plexus choroïdes et au niveau des sinus durmériens et plus particulièrement donc au niveau des granulations de Pacchioni qui se trouvent au niveau de la voûte du crâne. Donc sur cette diapositive, je vous montre à titre de rappel le siège des plexus choroïdes. Donc tout à fait en bas à gauche de cette diapositive, nous avons donc une vue supérieure des cavités ventriculaires prises isolément, sans le parenchyme cérébral. Et là, donc, on voit les deux ventricules latéraux, un de chaque côté, qui sont unis au milieu par le troisième ventricule, qui se continue donc au milieu par le troisième ventricule, qui est la cavité ventriculaire du diencéphale, et puis le quatrième ventricule qui fait suite au troisième ventricule, avec lequel il est relié par l'aqueduc de Sylvius. Et le quatrième ventricule représente, je le rappelle, la cavité ventriculaire du tronc cérébral et du cervelet. Donc, ce qui est représenté en rouge correspond donc à ces plexus choroïdes qui sont des amas denses, très denses de capillaires pelotonnés. Tout à fait en haut de cette diapositive, vous avez donc une coupe schématique, une coupe sagittale, médio-sagittale passant par l'hémisphère cérébral, par l'encéphale, qui montre donc la distribution ou la circulation du LCR. En fait, le LCR circule dans deux cavités ou dans deux compartiments. C'est ce qui est représenté ici par deux nuances de gris, un gris foncé et un gris clair. Alors le compartiment interne, c'est celui qui est représenté bien sûr par la couleur gris clair,
C'est en fait, ce sont les compartiments, c'est le compartiment ventriculaire avec les différents ventricules, et puis le compartiment externe qui est représenté par les espaces donc, périméningés, euh, au niveau au niveau de la convexité et puis au niveau de la grande ampoule euh, autour du cervelet. Alors ces deux compartiments internes et externes bien sûr communiquent entre eux et cette communication se fait par le trou de Magendie. Alors tout à fait à droite de cette diapositive, vous avez donc là aussi une coupe axiale de l'encéphale passant par le tronc cérébral et qui montre donc une vue supérieure avec la disposition de ces ventricules au niveau de l'encéphale et la communication des différentes cavités ventriculaires par les trous correspondants, notamment les trous de Moreau entre les ventricules latéraux et le troisième ventricule, l'aqueduc de Sylvius qui permet la communication entre le troisième ventricule et le quatrième, et bien sûr enfin le trou de Magendie qui permet la communication entre le compartiment interne et le compartiment externe où circule le LCR. Donc, comment vont se faire les échanges entre le sang ou à travers cette barrière hémato-encéphalique? En fait, les différents feuillets constituant la barrière hémato-encéphalique va séparer le sang du liquide céphalorachidien pour la barrière hématocéphalorachidienne et elle va séparer le sang des neurones, donc c'est la PHE vraie. Différents types d'échanges peuvent se faire en fonction de la taille des molécules et en fonction aussi de leur caractère liposoluble. Alors, premier mécanisme, c'est la diffusion simple qui va concerner des molécules de surface moléculaire réduite, de faible charge électrique et fortement lipophiles. Le deuxième mécanisme d'échange est représenté par une entrée de substances par transport facilité. En fait, ce mécanisme va concerner des substances comme le glucose ou les acides aminés, donc des substances qui ne sont pas lipophiles et qui n'ont pas un petit poids moléculaire. Et ce type d'échange nécessite la présence de transporteurs qui, en fait, plusieurs ont été identifiés. Et ces transporteurs auront pour rôle de faciliter le passage vers le cerveau d'un certain nombre de substances comme le glucose ou les acides aminés. Alors, ces transporteurs sont particulièrement importants pour permettre le passage de molécules hydrophiles à travers les feuillets phospholipidiques de la BHE. Alors, le troisième mécanisme possible est représenté par une entrée de substances par endocytose. Donc, certaines substances ont des récepteurs spécifiques sur la paroi des cellules endothéliales et donc lorsqu'elles se fixent sur ces récepteurs spécifiques, elles vont provoquer ceci va provoquer leur traversée de la barrière hémato-encéphalique par endocytose et donc elles vont être phagocytées à l'intérieur des neurones et donc d'où leur entrée par endocytose. Le dernier mécanisme possible d'échange, et cette fois-ci, ce mécanisme va être un rejet. Donc les échanges qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce sont des échanges dans le sens qui se fait du sang vers les neurones, vers le liquide interstitiel et donc vers les neurones. Maintenant, pour les substances nocives ou bien les produits du déchet ou les déchets du métabolisme, elles doivent être débarrassées, elles doivent être éliminées et donc elles doivent être rejetées et ce rejet se fait de façon active parce que ça va concerner des substances de petits poids moléculaires qui sont lipophiles et malgré ça, donc elles vont être rejetées vers la circulation sanguine pour être éliminées par la suite. Donc justement, c'est le cas de certains acides aminés, d'ion potassium en excès. Des transporteurs peuvent également être responsables de l'élimination hors du cerveau de nombreux toxiques. Donc à côté
du rejet actif, donc il y a le rejet par le biais de transporteurs. Donc c'est le cas aussi de nombreux toxiques qui sont alors rejetés vers le sang. Donc, sur cette diapositive, donc, on a la représentation schématique de ces différents mécanismes d'échange à travers la barrière hémato-encéphalique, donc, qui est représentée ici simplement par l'endothélium, mais en fait, vous devinez que c'est constitué par les trois feuillets qu'on a cités précédemment, l'endothélium, et autour de l'endothélium, on va retrouver donc les, les péricytes avec la lame basale et puis les pieds astrocytaires. Là, c'est juste pour simplifier le schéma. On a montré que l'endothélium capillaire. Donc, avec le sang dans la lumière capillaire et le tissu nerveux autour. Donc, là, vous avez les différents types d'échanges. Donc, le premier mécanisme d'échange, c'est la perméation-diffusion simple qui concerne essentiellement les acides gras, donc toutes les substances liposolubles ou de petits poids moléculaires. Donc les molécules de grande taille sont arrêtées, elles ne vont pas hydrophiles de grande taille sont arrêtées, c'est le cas des protéines essentiellement. Le troisième type d'échange, c'est donc le captage par transport facilité, donc le passage par transport facilité, donc avec l'existence de transporteurs qui vont transporter ces substances hydrosolubles et de petits poids moléculaires, comme le glucose et les acides aminés. Autre mécanisme qu'on a cité, donc, c'est le rejet par transport actif. Donc, et ceci va concerner les toxines diverses, les médicaments, l'opéramide, etc. Donc, bref, donc, les substances toxiques et les déchets du métabolisme. Et enfin, le dernier mécanisme, donc, c'est l'entrée de substances par endocytose, ou grâce à l'existence de récepteurs spécifiques pour certaines substances qui vont permettre donc le passage de ces substances à travers la PHE. Et une fois donc la substance concernée va se fixer sur son récepteur spécifique, elle va pouvoir pénétrer dans le système nerveux central, dans le liquide interstitiel, puis dans les neurones par un mécanisme d'endocytose. Donc nous revenons sur le liquide céphalorachidien et donc pour voir les différentes phases par lesquelles passe le liquide céphalorachidien. Et on va voir donc d'abord la première étape, c'est la production du LCR, donc la sécrétion en fait du LCR qui se fait au niveau des plexus choroïdes et de façon accessoire au niveau des cellules épendymères qui tapissent les parois ventriculaires. Mais en fait, la majeure partie du LCR est sécrétée par les plexus choroïdes. Alors, c'est quoi ces plexus choroïdes? Ce sont des amas de capillaires sanguins fenestrés, donc tels que vous les voyez sur sur cette photo du bas, avec les capillaires sanguins qui sont très pelotonnés et qui sont donc tapissés par l'endothélium, donc par l'épithélium épendymère et donc du mésenchyme appartenant à la pymère. Donc, on n'a pas entamé, on n'a pas parlé de la constitution de façon détaillée, donc de la constitution de la barrière hémato-céphalorachidienne, puisque on allait la reprendre lors de cette partie du chapitre. Donc, au niveau des plexus choroïdes, l'épithélium qui tapisse la cavité épendymère va changer de propriété. En fait, en dehors des plexus choroïdes, l'épithélium épendymère est formé par des cellules qui sont cubiques et qui sont espacées par des pores, ou qui contiennent des pores, qui sont séparés par des pores, alors qu'au niveau des plexus ou au contact des plexus choroïdes, cet épithélium épendymère va devenir constitué par des cellules étanches, donc reliées par des jonctions serrées et il prend alors le nom d'épithélium choroïdal. Donc, vous voyez sur la photo à droite en haut, donc l'épithélium épendymère qui va changer
Euh, au niveau des extrémités de cet épithélium, vous avez les cellules qui sont séparées par des espaces ouverts ou pores. Et au contact des capillaires sanguins constituant le plexus choroïde, cet épithélium va devenir formé par des cellules qui sont très attachées les unes aux autres par des jonctions serrées pour empêcher les échanges ou le passage libre de substances. Et donc ça va constituer une véritable barrière pour le passage de substances à travers cet épithélium. Sur la photo ou le schéma du bas, vous avez une représentation de cet épithélium choroïdal qui est formé par des cellules cubiques ou des cellules plus allongées, avec une face apicale et une face basale, et qui sont reliées par des jonctions serrées et qui vont, grâce à ces jonctions serrées, contrôler le passage de substances vers le LCR. Comme on a vu sur la diapositive précédente, ces cellules épandymères formant l'épithélium choroïdal présentent des multiples invaginations ou microvillosités au niveau de leur face apicale, c'est-à-dire la face au contact du LCR, et aussi au niveau de leur face basale ou leur partie basale, donc des invaginations, c'est donc la face au contact des capillaires des plexus choroïdes. Alors, grâce à des transporteurs ioniques, ces cellules vont créer un gradient ionique de part et d'autre de l'épithélium, et ce gradient va créer donc un afflux d'eau à l'intérieur des ventricules. Comme ce qu'on a vu pour la barrière hématoencéphalique vraie, donc les substances de petits poids moléculaires et lipophiles vont traverser cette barrière hématocéphalo-rachidienne, cet épithélium choroïdal. Le LCR est différent du sang, ou se différencie du sang par l'absence d'érythrocytes et aussi par une concentration en électrolytes et en protéines qui est différente. Alors, on arrive donc au rôle assumé ou joué par le LCR. À quoi sert le LCR? Il s'agit de deux rôles en fait. Le LCR assure une protection mécanique de l'encéphale en jouant le rôle d'un coussinet amortisseur, justement par le biais de ce compartiment externe qui va protéger le cerveau et l'encéphale, en jouant le rôle d'amortisseur de choc, d'où le rôle de protecteur mécanique ou protection mécanique, mais aussi il participe donc à la protection chimique du cerveau et donc des neurones par l'élimination de différents composés hors du LCR par l'intermédiaire de plusieurs systèmes de transport actifs. Euh, c'est, euh, donc, euh, Ces plexus choroïdes sont capables d'excréter de nombreux composés organiques, exogènes ou endogènes, dans le sang et jouent un rôle essentiel dans le métabolisme cérébral des neurotransmetteurs, des drogues et des toxines, ce qui évite leur concentration dans les liquides du cerveau. Comment se fait la circulation du LCR? On a dit que le LCR est formé par sécrétion au niveau des plexus choroïdes, les plexus choroïdes se trouvant au niveau des cavités ventriculaires. D'abord au niveau des ventricules latéraux, donc les gouttelettes de LCR qui sont formées au niveau des ventricules latéraux vont passer dans le troisième ventricule et se mélanger avec le LCR formé par les plexus choroïdes du troisième ventricule. Par la suite, l'ensemble va passer au niveau du quatrième ventricule en empruntant l'aqueduc de Sylvius et se mélanger aussi avec le LCR formé par les plexus choroïdes du quatrième ventricule. Et par la suite, donc, on va avoir le passage du LCR dans le canal épendymère, mais en fait, c'est un canal qui a un diamètre très très réduit. Et en fait, au niveau du quatrième ventricule,
le LCR va par la suite se mélanger avec passer dans le compartiment externe par le trou de Magendie et donc pour arriver au niveau de la convexité où se fera sa résorption. Alors, la circulation du LCR favorise le drainage du liquide interstitiel cérébral. Donc, un mélange de liquide interstitiel cérébral et de LCR s'échappe en permanence par le trou de Magendie. Le liquide interstitiel cérébral est donc drainé dans le LCR, ce qui permet donc d'éviter l'accumulation de toxiques au contact des cellules nerveuses. Donc, en fait, les déchets ou les substances toxiques qui sont néfastes pour le fonctionnement des neurones va passer dans le LCR et par la suite, donc à partir du liquide interstitiel, il va passer dans le LCR et par la suite, donc ce LCR va se drainer va être résorbé au niveau des granulations de Pacchioni pour permettre donc l'élimination de ces substances hors du cerveau. Donc sur ce schéma, vous avez l'explication des trois étapes du LCR par lesquelles passe le LCR. Donc d'abord la production ou la sécrétion au niveau des plexus choroïdes. Donc sur cette vue latérale d'une coupe sagittale passant par l'encéphale et montrant les différentes cavités ventriculaires. Donc la formation du LCR au niveau des cavités des plexus choroïdes qui sont représentés en rouge sur cette photo. Et puis donc la circulation, donc c'est les flèches. Donc vous voyez les flèches, les petites flèches en noir qui montrent le passage du LCR après sa sécrétion au niveau des ventricules latéraux, puis donc s'en mélange avec le LCR formé au niveau du troisième ventricule, puis le LCR formé par ces deux cavités va passer et se mélanger au niveau du quatrième ventriculaire avec le LCR formé par les plexus choroïdes du quatrième ventriculaire et par la suite donc vous voyez les flèches en jaune qui montre le passage du LCR contenu dans le compartiment interne qui va passer dans le compartiment externe et se mélanger donc avec le LCR du compartiment externe et donc qui par la suite va arriver donc au niveau de la voûte, au niveau des granulations de Pacchioni pour être résorbé. Et puis sur la partie basse de cette diapositive, vous avez une vue au microscope des cellules épandymères qui sont des cellules ciliées, on l'a dit, donc par leur face apicale, donc elles présentent de nombreuses microvillosités ou invaginations, permettant donc d'agrandir la surface d'échange au niveau donc de cette barrière hématocéphalo-rachidienne. Donc on arrive à la dernière étape par laquelle passe le LCR, c'est la résorption. Donc la résorption se fait au niveau des granulations de Pacchioni qui sont des expansions de tissus sous-arachnoïdiens dans les sinus veineux. Si vous vous rappelez un peu la vascularisation veineuse ou le drainage veineux au niveau du système nerveux central, au niveau de l'encéphale, en fait, elle se fait par le biais de veines, donc de veines profondes, mais aussi par le biais de sinus veineux qui sont des lacs délimités par un dédoublement de la durmère. Et au niveau de la convexité, au niveau de la voûte du crâne, nous avons donc à l'intérieur de ces sinus durmériens, on a des expansions de tissus sous-arachnoïdiens qui vont faire saillie dans ces lacs veineux, dans ces sinus durmériens ou sinus veineux, permettant donc la résorption du LCR. Et vous avez un agrandissement d'une granulation de Pacchioni sur ce schéma, en bas de ce schéma, donc avec les différents compartiments, donc les sinus veineux et puis le LCR qui se trouve donc au niveau entre la pimaire et l'arachnoïde et le tissu ou le parenchyme cérébral. Alors en fait, ces granulations de Pacchioni servent aussi de valve en éliminant le SCR pour des pressions supérieures à 25 cm de mercure. Vous savez très bien que
la pression qui règne au niveau de la boîte crânienne doit rester constante. Je rappelle que la boîte crânienne est formée par trois composants, le parenchyme cérébral, donc le parenchyme nerveux, le tissu nerveux, le sang et le LCR. Donc on a trois constituants et donc la pression exercée par chacun de ces constituants peut changer, mais la résultante, c'est-à-dire la pression intracrânienne, elle doit rester stable. Et donc lorsque la pression, pour n'importe quelle raison, lorsque la pression intracrânienne augmente, l'une des moyens ou l'un des moyens par lesquels l'organisme va agir pour corriger cette pression intracrânienne, c'est d'éliminer le LCR par ces granulations de Pacchioni, dès que la pression du LCR dépasse 25 cm de mercure. Alors pour terminer ce chapitre, quelles sont les applications en pathologie? C'est la principale application que j'aimerais vous présenter ici, c'est l'hydrocéphalie. Donc l'hydrocéphalie, c'est une pathologie dans laquelle on a un excès de LCR qui peut être dû à différents mécanismes, soit par hyperproduction, c'est-à-dire qu'il y a une raison qui fait que le LCR est produit de façon excessive. En fait, cette situation est un peu controversée. C'est le cas qu'on peut supposer lors des tumeurs du plexus choroïde qu'on appelle les papillomes ou carcinomes des plexus choroïdes. Une deuxième possibilité d'hydrocéphalie, c'est une augmentation des résistances à l'écoulement du LCR. D'accord. C'est la situation la plus fréquente, soit par l'existence de malformations qui vont donc s'opposer et entraver la circulation libre du LCR au niveau de son trajet. Et c'est le cas par exemple d'un rétrécissement local des voies de passage du LCR, comme par exemple lors de sténose de l'actuc de Sylvius, d'une agénésie du trou de Monro, etc. Ça peut être le cas en cas de processus expansif, quelle que soit sa nature, soit par l'existence d'une tumeur parenchymateuse, ou bien d'un kyste arachnoïdien, ou bien d'un abcès ou d'un anévrisme, etc. Donc, ils vont augmenter, qui vont comprimer, soit de façon intrinsèque ou extrinsèque, les voies de passage et de circulation du LCR. Ça peut être une augmentation des résistances à l'écoulement du LCR dans le cadre d'un processus inflammatoire qui va entraîner donc la production d'une fibrose ou symphyse sur les voies d'écoulement du LCR. C'est le cas par exemple où la complication majeure d'une hémorragie méningée, d'une méningite, qu'il faut éviter au maximum. Troisième mécanisme possible pouvant entraîner une hydrocéphalie, c'est des problèmes au niveau de la résorption du LCR. Le LCR est produit avec une quantité normale, il circule librement et normalement sans aucune résistance, mais c'est au moment de sa résorption, lors de la dernière étape du LCR, c'est-à-dire la résorption du LCR, qu'on a un problème. Soit parce que le SR a une viscosité augmentée, c'est lorsque le SR est mélangé avec du sang, dans le cas des hémorragies méningées, ou bien dans les thrombophlébite cérébrale, TC c'est pour thrombophlébite cérébrale, ou bien dans le cas d'une méningite, notamment une méningite purulente, d'accord, qui va entraîner la présence de pus, va augmenter la viscosité du SR et donc ça va entraîner des difficultés au niveau de sa circulation et puis au niveau de sa résorption. Ou bien dans les thromboses du sinus veineux, comme on a vu dans les sinus veineux, donc on a vu que la résorption se fait au niveau de ces sinus veineux et s'il y a un processus de thrombose au niveau de ces sinus, cela va entraver la résorption du LCR.
et donc là va causer une hydrocéphalie. Et j'ai mis ici en rouge que la principale gravité de l'hydrocéphalie que vous devez garder en tête, c'est qu'elle va entraîner une hypertension intracrânienne avec tous les risques de l'hypertension intracrânienne. Vous avez vu ça en sémiologie, dans les syndromes d'hypertension intracrânienne, la complication, enfin deux complications majeures. Une complication qui va mettre en jeu le pronostic vital avec le risque d'engagement cérébral et une complication qui engendre le pronostic fonctionnel avec le risque de cécité malheureusement lorsqu'elle est là, elle est définitive. Et donc, il faut garder ça en tête, éviter d'arriver aux complications et donc prendre en charge une hypertension intracrânienne et une hydrocéphalie de façon urgente.